Bonjour et bienvenue dans Histoire d'échanger. J'espère que vous allez bien. Avant de vous parler de mon invité aujourd'hui, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous les messages et les mentions sur Instagram et pour vos commentaires sur iTunes. Vraiment, ça me fait un plaisir. Et je voudrais vous lire le commentaire de Louisie QC qui nous dit « Excellent podcast qui aborde la notion de changement sous différents angles. Des témoignages inspirants, truffés de bons conseils, à écouter sans modération. » Merci beaucoup Louisie QC. Et si vous souhaitez me contacter, faire ma journée, partager ou soutenir le podcast, vous pouvez laisser un commentaire vous aussi sur iTunes ou me suivre sur Instagram @hdcpodcast ou tout simplement en parler autour de vous. Depuis que j'ai commencé à étudier la philosophie du yoga, un amour de ma jeunesse a refait surface et je me retrouve à chercher et à lire des textes philosophiques. J'ai découvert récemment la newsletter Daily Stoic qui vous envoie une réflexion tous les jours sur le stoïcisme et comment l'appliquer dans la vie de tous les jours. Si vous voulez avoir une bonne dose de feel-good vibes inspirantes et réfléchies, je vous la recommande vivement. Et je ne sais pas si c'est cet intérêt qui fait que j'ai l'impression que la philosophie est à la mode. Que ça soit sur Instagram avec le compte de Marie Gorbert, @philosophy_is_sexy, ou sur Netflix avec la série The Good Place, je me demande si à force de bouger dans un monde où tout va très vite et où les infos paraissent superficielles, nous avons besoin et soif de profondeur, de matière, bref, de réfléchir. C'est pour cela que je tenais à interviewer une experte sur la matière. J'avais envie de savoir si les grands penseurs et philosophes d'une autre époque se posaient les mêmes questions que nous, et s'ils pouvaient nous donner des réponses sur ce monde qui change en permanence. J'ai eu le plaisir de rencontrer Jeanne Burgard-Goutal lors d'une formation de yoga. Jeanne est professeure agrégée de philosophie et enseigne à Marseille. Elle a travaillé dans l'édition et dans le journalisme, d'ailleurs vous l'avez peut-être lu sur Philosophie Magazine, et elle a consacré les dernières années à une recherche à la fois théorique et pratique sur l'écoféminisme. Son livre « Être écoféministe » sortira en librairie le 6 mars aux éditions L'Échappée. Et elle interviendra dans différents festivals, à Lyon le 1er février, à Toulouse le 20 mars, à Rennes le 29 avril et à Saint-Malo le 2 mai. Jeanne pratique le yoga depuis plusieurs années et suit la formation de professeur de yoga avec Miraj Hamadi depuis 1 an. À l'avenir, elle souhaiterait créer des ateliers qui articulent yoga et philosophie. Discuter avec Jeanne était pour moi aussi délicieux qu'un repas riche et sain, plein de saveurs et de relief. J'en suis sortie rassurée et nourrie intellectuellement. Je vous souhaite donc une très bonne écoute et laisse place à ma conversation avec Jeanne Burgard-Goutal. Changes come, changes go. There's always change. Bonjour Jeanne. Bonjour Laura. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien, merci beaucoup. Comment commence l'année? Donc, tu disais que tu étais très prise par tes élèves. Oui, justement, j'ai changé pour le coup de ville, de région. Et comme tout changement, ça demande pas mal de temps d'adaptation. Et voilà, là, ça me demande une adaptation qui revient à tout refaire, de repartir à zéro. Oui, j'imagine. Alors, avant du coup de commencer à parler de philosophie, de ton champ d'expertise, je voudrais d'abord que nos auditeurs te connaissent un petit peu plus. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter et parler de quelques changements que tu aurais vécu? Alors, je m'appelle Jeanne Burgard-Goutal et je suis prof de philo et je me forme aussi pour être prof de yoga. Voilà, et j'ai publié un livre en mars qui s'appellera Être écoféministe aux éditions L'Échappée. Voilà, en gros. Après, en ce qui concerne les changements, je me suis rendu compte justement en y réfléchissant que je crois que j'ai beaucoup de mal à changer et que en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu peu de changements dans ma vie ou de me débrouiller toujours pour que ça soit des faux changements. Donc par exemple, là, j'ai récemment changé de ville, mais j'ai laissé ma seule possession, c'est-à-dire mon piano, dans mon ancien appartement à Paris. J'ai plusieurs fois changé de métier, mais à chaque fois, je change pendant 2-3 ans et hop, je reviens à mon métier initial qui est l'enseignement de la philosophie. J'ai changé de copain, mais pareil, à chaque fois, hop, je reviens avec le précédent. Voilà, j'ai très peu changé. Par exemple, j'ai jamais changé tellement de coupe de cheveux, j'ai jamais beaucoup grossi ni beaucoup maigri. J'ai à peu près le même physique que quand j'avais 15 ans. Les activités, pareil, il y a une continuité dans le piano, la lecture,
le yoga, voilà. Et le paradoxe, c'est que pourtant, sur le plan théorique et philosophique, pas mal de penseurs et de mouvements auxquels je me suis intéressée, c'est au contraire des penseurs et des mouvements du changement. Par exemple, l'écoféminisme sur lequel j'ai écrit un bouquin là, qui va bientôt sortir, c'est un mouvement qui prône un changement social radical, qui est un mouvement altermondialiste, anticapitaliste, donc qui reprend complètement à son compte la devise changeons le système, pas le climat, et qui veut un changement total des rapports hommes-femmes, humain-nature, nord-sud. Et donc autant sur le plan intellectuel, ça me fascine et c'est dans ces directions-là que je vais, autant existentiellement, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, tu penses que c'est parce que c'est voulu de ta part, c'est vraiment, tu le fais de façon consciente ou plus parce que c'est ta nature? Franchement, je sais pas, mais je dois bien constater que à chaque fois que j'essaye de changer, soit j'ai l'impression que du coup j'ai changé, mais j'ai fait n'importe quoi, et donc il faut revenir en arrière. Soit j'ai l'impression du coup de m'être éloignée de quelque chose qui était en réalité mon centre ou ce qui me convenait. Mais effectivement, il y a une sorte de... À chaque fois que j'essaye d'avancer, en fait, je suis rattrapée par des formes de régression ou de retour en arrière qui sont plus fortes. Merci beaucoup déjà pour cette présentation et ce premier partage d'expérience de comment tu vis, toi, les changements. Maintenant, si on passe donc du coup au côté donc théorique et au côté expertise philosophie. Déjà, je pense que c'est un peu comme les maths, la philosophie, il faut d'abord définir le sujet duquel on parle. Comment tu définirais donc du coup le changement d'un point de vue philosophique? Alors, philosophiquement, le changement, il a souvent été perçu comme une sorte de contradiction ou de choses pas forcément impossibles à définir, mais presque impossibles à penser. Parce que si on définit le changement de façon très très générale, donc qui est le passage d'un état à un autre état, mais donc ça signifie que ça a été en fait pensé comme une alliance d'être et de non-être. Donc un état qui est, mais qui n'est pas encore la suite, mais qui n'est plus ce qui précède, qui donc est à la fois quelque chose qui est, mais complètement imprégné ou troué par du non-être. Et donc ça a posé beaucoup de difficultés aux philosophes d'essayer de comprendre ce que c'est que cette bizarre association d'être et de non-être. Par exemple, mettons tout simplement si on prend un changement très basique, un changement naturel, par exemple une plante qui pousse. Le fait que la graine change et qu'elle pousse, ça veut dire qu'à la fois c'est une graine, c'est pas encore une fleur, mais en même temps d'une certaine façon c'est déjà une fleur. Elle contient en elle-même la possibilité d'être une fleur. Donc voilà, il y a cette idée d'alliance d'être et de non-être. Donc ça a amené des philosophes à se demander si le changement est réel ou si c'est juste une sorte d'illusion et que finalement tout serait déjà contenu dans la situation initiale. Donc voilà, il y a toutes sortes de débats philosophiques sur est-ce que les choses changent réellement et est-ce que le changement existe réellement ou est-ce qu'il y a juste une illusion de changement. Et donc, du coup, pour ne pas devenir parano, justement, est-ce que, est-ce qu'il y a est-ce que donc, du coup, il y a différents courants philosophiques qui abordent cette chose qui est insaisissable de façon différente? Oui, ouais, alors si on veut, bon, je simplifie un peu, mais en fait, on pourrait dire que au fondement des philosophies occidentales, il y a une sorte de grand embranchement ou de grand clivage sur cette question du changement. Donc déjà, le constat de départ, c'est le constat du changement, le constat de l'impermanence. On voit que les choses changent, il y a de la vie, de la mort, de la croissance, des cycles, du vieillissement, de la décrépitude, le jour et la nuit, les saisons, etc. Et à partir de ce constat, on peut dire qu'une question qui s'est posée pour les philosophes, c'est mais est-ce que du coup ça veut dire que tout change, absolument tout, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui demeure inchangé, immuable, derrière les changements? Et c'est à partir de là qu'on peut dire qu'il y a deux grands courants qui se séparent, qui dans l'Antiquité grecque sont représentés par Héraclite et Parménide.
Donc du côté de Héraclite, donc un philosophe voilà, de l'Antiquité grecque, lui, il dit que absolument tout change. Il n'y a rien qui reste permanent derrière le changement. Et donc, une des phrases très connues d'Héraclite, c'est « on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve ». Donc, avec l'idée que la totalité de ce qui existe est dans un flux permanent. Et que dans ce flux, rien ne reste. Rien ne demeure identique. Absolument tout change. Donc, il y a un côté un peu flippant dans cette vision-là. Et du coup, en tout cas, d'un autre côté, donc l'autre position philosophique, elle est représentée par Parménide, donc un autre philosophe de l'Antiquité grecque, qui lui va dire non, en fait, il n'y a pas tout qui change. Derrière le changement, il y a ce qu'on va appeler une substance. Donc il y a quelque chose qui demeure permanent. Donc à la surface, il y a du changement, mais ces changements arrivent à une substance qui, elle, ne change pas, qui reste immuable et impermanente. Et ça va inspirer pas mal de religions, par exemple. Et cette chose permanente qui ne change pas, on va l'appeler l'âme, ou bien on va l'appeler Dieu. Donc, il va y avoir la tendance à chercher quelque chose qui demeure éternel, immuable, derrière le changement. Donc voilà, ça donne deux grandes positions philosophiques. Et après, les philosophes occidentaux, du coup, on peut plus ou moins les classer soit comme disciples de Parménide, soit comme disciples d'Héraclite sur cette question. Et maintenant que je commence à travers la formation de yoga à découvrir aussi les philosophies indiennes, je m'aperçois qu'il y a le même clivage dans les philosophies indiennes. Donc d'un côté, on a les philosophies bouddhistes, qui seraient du côté d'Héraclite, c'est-à-dire impermanence absolue, impermanence totale de toute chose. Et donc on fait des méditations sur l'impermanence de toute chose et l'idée que absolument rien ne demeure. Et de l'autre côté, les philosophies hindouistes, les différents points de vue des philosophies hindouistes, eux, ils seraient du même côté que Parménide, avec l'idée que si, en fait, il y a bien quelque chose qui demeure, qu'on va appeler le soi, Brahman, et que voilà, le changement est simplement de surface, du monde manifesté, mais que derrière, il y aurait le soi, avec un S majuscule, qui, lui, ne changerait pas du tout, qui serait une substance toujours identique à elle-même, éternelle et immuable. Donc on voit qu'en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression, dans plein de civilisations humaines, qu'il y a eu cette ce grand clivage fondamental sur la question. Et du coup, j'ai l'impression que, d'après ce que tu disais, vu que les religions, en tout cas la plupart des religions occidentales, ont pris plutôt ce modèle de Parménide, est-ce que tu penses que du coup, ça influence la façon dont on aborde le changement ? Comment on peut faire concrètement face dans nos vies, dans notre existence humaine, comment on peut faire face au changement ? Grave question. Déjà, comme je te l'ai dit au début, je ne suis pas très bien placée pour donner une réponse autre que théorique sur cette question du changement. Mais c'est vrai que le paradoxe, en fait, dans la culture occidentale moderne, ou actuelle, c'est qu'il y a à la fois ce fond un peu parménidien, donc avec la recherche qui est effectivement rassurante d'un principe stable, et à la fois, on est dans une époque où, au contraire, tout change super vite. Enfin, dans le domaine technologique, on a l'impression que voilà, dès que tout se périme à vitesse grand V, le modèle d'iPhone d'il y a 6 mois, il est déjà périmé. Donc il y a tout ce phénomène qu'on appelle l'obsolescence programmée, de faire exprès que les objets technologiques soient obligés de changer très vite, se périment très vite. Donc c'est comme si c'était une situation un peu schizophrène, où il y a d'un côté cette tendance de fond à avoir pensé un Dieu, une âme, quelque chose de permanent, et de l'autre côté, dans la réalité concrète, une accélération du changement qui fait que plus personne réussit à trouver de repères. Dans la vie professionnelle aussi, on change je ne sais pas combien de fois de boulot au cours de sa vie, on change de partenaire avec qui on vit, avec qui on fait des enfants, on change de ville, on change de pays, etc. Et donc c'est comme si il y avait une sorte comme si on était de plus en plus déchirés entre l'accélération des changements dans le monde concret et du coup un autre plan métaphysique ou imaginaire
qui a posé de la stabilité, d'où peut-être le fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment un retour des religions ou des spiritualités, enfin du besoin des gens de trouver quand même une forme de sens. Et souvent, le sens, on pourrait chercher le sens dans le changement, mais c'est vrai que souvent, la tendance un peu plus spontanée ou facile, ça sera de chercher le sens dans un repère stable. Et donc, du coup, est-ce que Héraclite ou les bouddhistes qui pensent qu'il y a tout qui change et que rien n'est permanent, est-ce qu'ils nous donnaient des clés, je ne sais même pas comment dire, en fait, de bien vivre ou, ok, ben, vu qu'il y a ça, je pense qu'on peut se poser la question, du coup, à quoi bon, ou ben, de toute façon, on peut faire tout et n'importe quoi, ou puis comment on fait pour vivre? Est-ce qu'Héraclite était un gros dépressif de la vie ou... J'ai pas l'impression que les bouddhistes le soient, donc... Non, alors, à mon avis, ce qu'on pourrait dire, c'est que si on adopte un point de vue un peu héraclitéen ou bouddhiste, je pense que ça permet d'accepter le changement en prenant une forme de recul, c'est-à-dire non pas en niant le changement ou en refusant qu'il soit complètement réel, comme dans la voie plutôt parménidienne, mais au contraire, en comprenant qu'en fait, les changements qu'il y a dans notre vie personnelle, par exemple, ou qu'il y a dans notre société, sont en fait simplement un aspect du changement universel. Et que quand il peut m'arriver des changements, ça montre juste que je suis intégrée à la loi cosmique, que la loi du cosmos, c'est le changement. Donc ça invite pas forcément à être dépressif ou nihiliste en disant bah voilà, de toute façon tout change, on va tous crever, il n'y a rien d'éternel. Ça peut au contraire faire prendre conscience que nous aussi on vit ces changements justement parce qu'on fait partie de la vie et que la loi de la vie et la loi du cosmos, c'est le changement. Et donc je pense que ça peut vraiment aider à accepter quelque chose qui est dur à accepter dans le changement, qui est l'impression de perte. Souvent, si on a peur de changer, c'est qu'on a l'impression de perdre quelque chose et qu'on ne sait pas ce qu'on va gagner à la place. Là, ça montre qu'en fait, la perte, c'est pas vraiment la perte ou la fin ou la mort d'un certain stade. C'est un aspect de la vie et que ça fait complètement partie du cycle qui est de la disparition, qui est de la mort même, pour que la vie existe. Donc je crois qu'au contraire, ça peut donner... Alors c'est vrai que c'est une sorte de vision qui, à mon avis, demande plus de courage ou de force morale pour pouvoir la supporter sans se déprimer, mais qu'en même temps, je trouve qu'il y a un côté vraiment enthousiasmant, en fait, de se dire, voilà, c'est la vitalité qui est comme ça. Et peut-être, c'est pas très rassurant. On voudrait bien qu'il y ait des choses plus stables, mais en fait, c'est la loi de la vie, c'est la loi du cosmos, et donc il y a une sorte de résonance avec tout le monde vivant, justement parce que nous aussi, parce que chez nous non plus, rien ne demeure, quoi. C'est vrai que c'est rassurant parce que du côté des Parménidiens, on peut tout de suite voir ce côté rassurant, ce côté d'union qu'on peut sentir, alors que, ouais, effectivement, quand on commence à se pencher vers le courant d'Héraclite, ça peut, comme tu dis, c'est peut-être plus courageux, mais effectivement, en tout cas, ça me rassure de penser à ça. Donc, merci beaucoup. Je devrais aussi me le dire plus souvent pour changer plus facilement. Et justement, donc, du coup, vu que tu t'intéresses à l'écoféminisme, je me dis, en fait, donc la semaine dernière, j'ai publié un épisode avec Cécile Doherty Bigara, qui elle aussi est très intéressée par la question de l'écologie, du féminisme et de l'écoféminisme. Parce qu'elle, au contraire, en fait, elle cherche toujours sa nature et de chercher toujours le changement. En fait, c'est quelque chose qu'elle intègre très bien. Donc, c'est très intéressant d'avoir deux personnes opposées qui se suivent dans les épisodes. Du coup, est-ce que tu penses que ce courant féminisme qui est justement en train de changer un peu la vision qu'on a de la société, est-ce que tu pourrais du coup nous donner des exemples, des courants philosophiques qui en fait nous aident à avoir vraiment une vision complètement différente de la société? Je ne sais pas si je m'explique parce que j'ai l'impression que du coup, tout d'un coup, quand on s'intéresse au féminisme, on se rend compte à quel point on vit dans un monde qui n'est pas féministe. C'est vrai que dans les courants de philosophie politique,
il y en a effectivement qui proposent des visions de la société très très différentes de ce qui existe. Bon, celui qui a eu clairement le plus d'influence concrète dans le monde historique réel, c'est le marxisme, donc qui a commencé par être une philosophie qui a été... Bon, on ne peut pas dire que l'URSS communiste ou la Chine communiste, ça correspondait à l'idéal marxiste, mais il y a quand même un lien entre voilà, cet idéal d'une société complètement différente, où on aurait changé le monde, et les régimes communistes. Et on voit que ce qui est un peu tragique, c'est que, en fait, entre penser un changement dans sa tête et le réaliser, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un fossé. Et qu'on peut très bien construire une idée de comment changer le monde, ou voilà, toute une utopie sur un monde différent et un changement de système total, et voilà, et qu'une fois qu'on essaie de le réaliser, en fait, la loi de la réalité correspond pas du tout aux lois de la pensée. Et donc, la façon dont ça va fonctionner sera peut-être à l'inverse du changement qu'on s'était imaginé. C'est pour ça qu'en fait, on peut dire sur la question du changement en philopolitique, il y a un peu deux voies là aussi, qui serait d'un côté la voie, enfin, ou bien trois, bon, d'un côté la voie carrément conservatrice, où là, voilà, on essaie de ne pas changer. La voie révolutionnaire, donc illustrée par exemple par le marxisme, avec l'idée qu'il faut un changement radical du système et des rapports sociaux, donc une révolution. Et puis, entre les deux, ou comme troisième voie, la voie réformiste, qui dit qu'en fait, pour réussir un changement, et je pense que ça vaut aussi pour les changements voilà, individuels, collectifs, sociaux, à différentes échelles, que pour qu'un changement réussisse dans la réalité et pas que dans notre tête, quoi, il faut d'abord observer très bien la situation qui existe et comprendre comment les choses fonctionnent et faire les changements très progressivement. Que le désir d'un changement vraiment révolutionnaire, radical, finalement, ça aboutit toujours à une forme de violence. Alors que la voie réformiste, bon, des fois, ça aboutit à rien du tout ou à des réformes catastrophiques, voilà. Mais il y a peut-être l'idée que les changements qui fonctionnent, c'est des changements lents et intelligents. Justement, tu penses que l'écoféminisme et le féminisme, c'est un changement qui doit être vécu comme ça? Ou est-ce que tu penses qu'on a vraiment besoin d'une révolution? Écoute, en fait, moi, en ce qui concerne l'écoféminisme, j'ai commencé par être... j'ai abordé ça en tant que philosophe, d'abord à travers des lectures, des livres, un enthousiasme intellectuel. Et donc, sur le plan intellectuel, à force de lire de l'écoféminisme, du féminisme radical, de l'écologie radicale, j'étais devenue hyper radicale dans ma tête et hyper révolutionnaire, et j'avais l'impression qu'on n'était jamais assez radical. Et après, je suis passée à une deuxième étape de mon travail sur l'écoféminisme, qui était une étape beaucoup plus vécue et beaucoup plus concrète, avec des expériences, des rencontres, des séjours auprès de femmes ou de communautés ou d'associations écoféministes qui, du coup, essayent de changer la réalité. Et ça m'a calmée. C'est-à-dire, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vachement facile, en théorie, de dire changeons le système, mais qu'en fait, quand tu essayes de faire ça dans la réalité, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Et que, du coup, au début, j'ai eu beaucoup de mal, justement, par exemple, dans des associations écoféministes en Inde, au nord de l'Inde, par l'association de Vandana Shiva, notamment, où j'ai passé 2 mois. Et je raconte ça dans mon bouquin, mais c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point les positions de principe et les grandes déclarations très radicales sur il faut tout changer, qu'en fait c'est un peu bidon, et que quand tu es une organisation ou une personne qui essaye de changer les choses, en fait, il faut te contenter de changements très modestes, vraiment très lents, très progressifs, et que des fois c'est un peu désespérant. Et puis aussi,
du côté très imprévisible du changement. Que tu crois que tu vas changer quelque chose, que tu vas améliorer une situation en la changeant, et qu'en fait, il y a plein d'effets pervers que tu n'avais pas du tout prévus, et que finalement, le changement que tu as essayé d'apporter, il y a des exemples idiots, mais par exemple, tu changes les produits avec lesquels tu laves ton linge. Donc, tu te dis, je vais arrêter la lessive chimique, je vais prendre les noix de lavage. Donc, tu crois faire un changement qui est une amélioration, et après, tu apprends qu'en réalité, pour produire les noix de lavage, on fait des forêts en monoculture, donc on a déforesté des forêts qui étaient beaucoup plus variées, où on s'est accaparé des terres de petits paysans pour faire cette production-là, et donc en croyant faire un changement qui était une amélioration, en fait, tu as plutôt contribué à d'autres formes de dégradation. Et du coup, c'est vrai que la question du changement réel, voilà, il y a tellement d'imprévisibles, c'est tellement impossible de voir toutes les réactions en chaîne qui vont être provoquées. C'est ça qui fait que c'est passionnant aussi. Mais c'est vrai que du coup, voilà, maintenant les grandes déclarations très radicales, j'ose plus du tout penser que ça soit bien de réfléchir comme ça. Il vaut mieux y aller peut-être petit pas à petit pas et voir où est-ce que ça nous mène. Ouais, c'est un peu, c'est pas hyper enthousiasmant comme conclusion, mais de fait, j'ai eu l'impression que c'est ça qui peut fonctionner. Plutôt que, voilà, historiquement, par exemple, les grandes révolutions, c'est toujours des bains de sang. Et au final, on ne sait pas très bien ce que ça a amélioré, à qui ça a profité. Voilà, donc je ne suis plus une révolutionnaire. C'est très intéressant parce que du coup, en t'écoutant parler, en écoutant ton parcours, ces deux courants, cette façon de voir les changements sous l'angle donc, de philo-politique que tu disais, je me demande en fait si c'est dans notre nature humaine et dans notre nature de société, s'il est vraiment possible de changer en fait. Ouais, parce que soit de toute façon on change mais c'est inévitable, c'est presque pas voulu, soit en vrai il y a quelque chose qui au fond de nous ne change pas. Donc quel est ton avis sur la question ? Non mais écoute, c'est une question que je me pose aussi. D'autant que là aussi, tu vois, par exemple, si on prend la question sur un plan théorique, en revenant à la question de comment c'est possible que quelque chose change, c'est-à-dire qu'il y a un mélange d'être et de non-être, en fait, ça a effectivement amené, par exemple, un des modèles théoriques qu'on voit dans pas mal de philosophies occidentales, mais aussi indiennes. Une des manières d'expliquer le changement, mais qui du coup, en fait, montre que finalement rien ne change, c'est le modèle du développement. C'est-à-dire de dire, en fait, tout était contenu en germe. Alors, à l'échelle individuelle, par exemple, dans l'embryon ou dans ton génome. Et à l'échelle cosmique, tout était contenu en germe dans le Big Bang. Ou bien même, si tu es dans le Samkhya, par exemple, une des philosophies indiennes, tout était contenu en germe dans le non manifesté. Et la manifestation, c'est simplement un déploiement une actualisation de virtualité qui était déjà préexistante. Après, tu as d'autres modèles théoriques pour essayer de penser le changement, mais où il y a toujours ça veut dire qu'à chaque étape du changement, on retrouve cette espèce d'impossibilité logique, en tout cas un truc qu'on vraiment on a du mal à concevoir, qui est que ça veut dire que tout d'un coup, quelque chose qui n'existait pas se met à exister. Il y a un truc nouveau qui apparaît, et donc c'est exactement le mystère de la création. Quand on cherche à comprendre comment c'est possible que l'univers existe, comment quelque chose peut venir de rien, en fait, si on pense qu'il y a réellement du changement, et donc réellement de la nouveauté, ça veut dire qu'à chaque instant, presque, il y a du non-être qui devient de l'être, il y a du néant qui se met à exister. Donc c'est comme si cette espèce de mystère de la création, en fait, à chaque instant, il se repose. Ce qui fait qu'effectivement, sur le plan de la logique, c'est vachement difficile à comprendre. Et c'est pour ça aussi que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans le yoga, qui est que, notamment quand tu viens de la philo comme moi, en fait, en philo, très souvent, tu te débats dans des problèmes théoriques sans trouver de solution. D'ailleurs, il y a un philosophe que j'adore, un philosophe français du XXe siècle qui s'appelle Clément Rosset, qui dit « La philosophie, c'est la science des problèmes insolubles ». Et du coup, tu es tout le temps dans l'insoluble.
alors que dans le yoga, et bon, dans d'autres pratiques corporelles, j'ai l'impression que, bon, moi j'adore être dans ces questionnements théoriques, mais j'ai l'impression qu'en restant sur le plan de la réflexion, ben, en fait, si tu es sincère, tu restes dans l'insoluble, tu es obligé, si tu es honnête, de dire, ben, en fait, voilà, je ne sais pas et c'est pas possible de savoir. Mais j'ai l'impression que à travers le yoga, ce que je découvre, c'est que si mon intellect il sait pas, en fait, dans le corps, il y a quelque chose qui sait. Et que sur ces questions du changement, ben, sans doute sur le plan philosophique, on ne peut pas trouver de solution, ce qui n'empêche pas d'y réfléchir passionnément, mais qu'en fait, c'est dans la pratique et dans le corps, dans les sensations, dans les mains, bref, dans le corps, qu'il y a quelque chose qui se dessine, qui échappe au concept, mais qui fait qu'on peut ressentir autre chose que, je sais pas, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai l'impression que du coup, tout notre travail et notre mission, quand on est face à quelque chose qui change, enfin, ou que nous voulons changer, donc du coup, c'est peut-être de se dire que c'est peut-être déjà là, la réponse est déjà quelque part, soit dans le corps, comme tu le disais, soit ailleurs autour de nous, et que notre mission consiste à allumer un petit peu les bougies ou les pièces de la maison pour voir si on va trouver cette chose, en fait, cette réponse. Tout ça dans un style complètement différent, mais tu vois, pour revenir un peu aux questions féministes, etc., là, cette année, les lycées où j'enseigne, il y a un des lycées où j'ai des classes, c'est que des garçons, et qui sont hyper machos. Bon, même les classes où il y a garçons et filles mélangés, je pense qu'il y a beaucoup de sexisme, y compris chez les filles d'ailleurs, et d'homophobie, et puis une sorte d'indifférence aux questions écolo et tout ça, mais totale, quoi. Mais bon, dans les classes de garçons, ils osent encore plus l'exprimer que dans les classes mélangées. Et c'est vrai que je me demande du coup effectivement comment... Moi, je vois que j'aimerais bien quand même les faire changer un petit peu d'avis sur la question des droits des femmes, de la liberté sexuelle des femmes, etc. Et que là, la question de comment on fait pour les faire changer d'avis ou au moins ouvrir des nouvelles possibilités de pensée, bah là, c'est plus du tout une question abstraite. Enfin, c'est vraiment quotidiennement que tu te demandes, voilà, si on dit qu'on essaye de dépatriarcaliser un tout petit peu la société où on vit, c'est notamment à l'école que ça se joue. Et je vois bien effectivement que si je suis en mode frontal, du genre je vais vous faire changer d'avis, vous avez tort et j'ai raison, le changement ne se produira pas. Ce qui va se produire, c'est juste du conflit. Ils vont trouver qu'on n'est pas d'accord et que moi, de toute façon, c'est normal. Je suis une fille, je suis une bourge, je suis de gauche, je suis bobo, donc c'est normal que je pense ça, mais voilà. Et donc, je pense que c'est peut-être effectivement dans l'idée que je dois contacter chez eux quelque chose qui existe déjà, une intuition de l'égalité ou une intuition de la justice ou une intuition de la liberté qui existe déjà, que c'est à partir de là, donc à partir de quelque chose en eux, que le début d'un changement va être possible. Et c'est un peu toute l'idée de la maïotique de Socrate. Socrate, dans tous ses dialogues, il cherche jamais à faire changer d'avis son interlocuteur, mais il cherche à faire de la maïotique, donc ça veut dire faire accoucher l'esprit. Maïoticien, c'est le nom qu'on donne aux sages-femmes, mais hommes. Donc la maïotique, c'est l'art de faire accoucher, et Socrate, il fait accoucher. Sa mère, elle était sage-femme, mais lui, il ne fait pas accoucher les corps, il fait accoucher les esprits. Donc avec justement l'esprit, l'idée que, en fait, la vérité, elle est déjà dans l'esprit des gens, c'est comme s'ils étaient enceints de cette vérité, mais ils ne le savent pas. Et donc la philosophie, elle va pas du tout, dans le dialogue ou dans l'enseignement, ça va pas du tout consister à essayer d'imposer un changement d'avis ou de convaincre, mais au contraire d'essayer de faire sentir la vérité dont les autres esprits sont déjà gros, sont déjà enceints, et à les aider à la sortir, quoi. Donc il y aurait cette idée que tout est déjà là.
Et c'est la même chose, j'imagine, pour notre développement à nous personnel. Il faut partir du principe que, donc, puisque tout est déjà là, petit à petit, c'est un peu ce qu'on fait aussi avec le yoga, quand on pratique une posture, on imagine que la posture est déjà en nous, mais que on va y aller progressivement, on va pas y aller violemment, essayer tout de suite à rentrer dans la posture, mais elle commencera à se manifester petit à petit, en fait. Oui, qu'en fait, ouais, elle se révèle et qu'effectivement, c'est vrai que dans le yoga, enfin, notamment dans des approches tantriques où il y a l'idée que c'est effectivement pas que tu vas faire quelque chose pour atteindre une nouvelle posture que tu n'avais pas encore, mais que le travail est plutôt d'enlever des couches, donc d'enlever des tensions, d'enlever des blocages, d'enlever des raideurs qui empêchaient à la posture d'exister. Et j'ai l'impression effectivement que pour l'esprit, c'est pareil. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'un des buts que je me fixe dans mon enseignement, c'est d'essayer, enfin, j'ai l'impression que les opinions, les croyances, les idées reçues, c'est vraiment comparable aux tensions corporelles. C'est des sortes de crispations de l'esprit et des crispations qui sont rassurantes et en plus auxquelles souvent on tient parce que ça vient de notre éducation. Des fois, cette éducation, elle est renforcée par des croyances religieuses, donc c'est peut-être presque intouchable. Mais que j'ai l'impression que le but de la philo, c'est justement comment on fait pour dénouer les tensions de l'esprit, voilà, permettre aux crispations mentales, intellectuelles, donc aux opinions, de se dissoudre pour que une vérité beaucoup plus pas idéologique puisse briller, quoi, puisse se révéler d'elle-même. Est-ce que du coup, ça me fait penser, je sais qu'en physique, il y a une recherche de la théorie universelle qui expliquerait tout et qui arriverait à une seule vérité. Est-ce que dans la philosophie, on a le même objectif? Ça dépend vraiment des philosophes. Il y a des philosophes qui ont vraiment eu cette recherche d'un système englobant. Bah, le plus abouti, c'est Hegel, donc un philosophe allemand du 19e siècle, où lui, il a fait un système. Enfin, franchement, tu comprends pas comment c'est possible, un cerveau qui fonctionne comme ça. Enfin, il fait un système qui englobe tout. Il réussit à penser tout le monde naturel, tout le monde culturel en un système. Après, il y a d'autres philosophes dont personnellement je me sens plus proche, qui au contraire sont attachés aux fragments, à la différence, à la diversité, au fait qu'en fait, tu peux jamais trouver une cohérence complète. Que quand tu crois avoir trouvé une cohérence complète, en fait, là, t'es dans l'illusion. Un peu comme dans les films, où il y a certains films comme ça, où quelle que soit l'histoire que tu essayes de recomposer, ça marche jamais. Moi, c'est plutôt de ce genre de philosophie que je me sens proche. C'est-à-dire, je crois que ouais, avoir l'impression qu'on a la clé de tout, là, en fait, c'est qu'on fait fausse route. Que c'est au contraire quand il y a du frottement, quand il y a un truc qui cloche, que ça reste vivant. Ça me donne tellement envie de me plonger dans des textes philosophiques. Non, parce que je trouve que c'est hyper rassurant, en fait. Ça fait respirer un peu ce que Ouais. tu dis. Merci. Parce que parfois, quand on est dans des phases un peu où c'est pas sûr, on se sent instable, on se sent, en fait, finalement, c'est pas grave, c'est comme ça. Ce sont des visions qui sont complètement aussi, qui ont été partagées par des personnes qui ont vécu des siècles avant nous et qui se posaient les mêmes questions que nous. Ouais. Et qui ont quand même réussi quelque chose, qui ont quand même fait quelque chose de leur vie. Donc, c'est très rassurant. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette leçon de philosophie que je savoure vraiment avec grand plaisir. Et donc, Nico, on va passer à la dernière question, la question que je pose à tous mes invités. Si tu avais une baguette magique qui te donnait le pouvoir de changer une chose, et une seule chose dans ce monde, qu'est-ce que tu changerais? Alors, ma réponse aujourd'hui, mais qui serait peut-être différente un autre jour, c'est le système scolaire. C'est vraiment le changement qui me tient à cœur, mais passionnément, quoi, de changer le système scolaire. Mais malheureusement, j'ai peur qu'il faille plus qu'une baguette magique pour y arriver. Tu changerais une chose en particulier du système solaire? Système scolaire, pardon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Ouais, les notes. C'est-à-dire de faire reposer toute la formation de nos enfants sur la compétition, la comparaison. Ça, je pense qu'en fait, en croyant éduquer, on pervertit les enfants.
en faisant ça. Merci beaucoup, Jeanne. Merci Laura. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Expand your horizon.